Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance consacrée aux institutions et à la société canadienne. Le thème qui sera abordé aujourd'hui est celui des fondements de l'État canadien. Donc d'abord, on en a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Le Canada est un État souverain. Il est souverain dans la mesure où, comme nous l'avions dit, il n'y a pas d'entité au-dessus de lui et tout ce qui est en dessous se rapporte à lui. Ou tout ce qui est en dessous détient le pouvoir, est institué grâce à l'État canadien. Donc, en clair, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'organisation qui est au-dessus des États. Donc, on dit, par exemple, que les États sont membres de l'Organisation des Nations Unies, mais l'Organisation des Nations Unies est une organisation interétatique qui n'est pas au-dessus des États, mais qui est simplement le fruit des discussions, négociations d'alliances entre les États eux-mêmes. Donc, l'État est souverain. On se rappelle, on l'avait dit la semaine dernière, cette souveraineté s'illustre par exemple par le fait que l'État est détenteur du monopole légitime de la violence, selon la définition offerte par la sociologue allemand Max Weber lorsqu'il définit l'État. Donc, cette souveraineté, puisqu'il n'y a pas d'organisation au-dessus des États, cette souveraineté est donc toujours le résultat d'une reconnaissance mutuelle des États entre eux. Le Canada n'existe comme État institué que dans la mesure où il est reconnu par les États-Unis d'Amérique, par la France, par l'Allemagne, et à ce moment-là, cette reconnaissance est essentielle pour l'existence même des États. Les États n'existent que parce qu'ils sont reconnus comme tels et, à plus forte raison, lorsqu'ils sont reconnus par les grandes puissances de la planète. Bien sûr, d'être reconnu comme État par le Belize n'a pas le même poids que si on obtient la reconnaissance de la France ou de l'Allemagne ou des États-Unis d'Amérique, par exemple. Donc, cette reconnaissance-là est toujours politique. Elle ne tient pas d'un règlement international. Ce n'est pas un organisme qui vient autoriser, qui chapeaute la reconnaissance des États. C'est toujours une reconnaissance qui est mutuelle. Les États se reconnaissent entre eux. Ça peut poser des frictions, ça peut poser des tensions. Lorsque l'État, par exemple, accède à son indépendance, une des premières choses que cet État aura à faire, c'est de se faire reconnaître formellement. On se rappelle, en 1995, lors du dernier référendum sur l'indépendance du Québec, on aura une séance qui sera consacrée plus tard durant la session. L'un des enjeux, c'est advenant le cas d'une victoire du oui au référendum. Ce qui s'est pas avéré, le non l'a emporté, ou du moins, c'est plus ou moins, ça s'est terminé plus ou moins par l'égalité. Dans tous les cas, le oui ne l'a pas emporté. Mais si le oui l'avait emporté, l'un des principaux défis auxquels aurait fait face un Québec indépendant aurait été la reconnaissance de ce statut. On peut à ce moment-là parier que l'État canadien restant n'aurait pas reconnu l'indépendance du Québec. Et là, tout juste se serait passé, déroulé entre la reconnaissance que possiblement la France était prête à lui donner et savoir si les États-Unis allaient embarquer dans le jeu assez rapidement. Donc, ça a été à ce moment-là des négociations de type politique. On n'est plus dans l'ordre légal, on est vraiment dans la pure politique à ce moment-là. Autre situation qui s'est avérée vraie, c'est la reconnaissance de la Chine. Au moment de la création de l'Organisation des Nations Unies, la Chine était prise dans une guerre civile. Donc, les forces du Kuomintang, les forces nationalistes qui opposaient aux forces communistes de Mao Zedong, étaient en guerre ouverte jusqu'à l'instauration de la République populaire de Chine en octobre 1949. Mais dans ce contexte, il existait déjà la Chine nationaliste, à la tête de laquelle on trouvait le Kuomintang et Chiang Kai-shek, qui avait trouvé refuge dans l'île de Formose, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Taïwan. Donc, à la création des Nations Unies, Taïwan, ou la République de Chine, non pas la République populaire de Chine, mais la République de Chine, Chine nationaliste, était donc l'héritière de la Chine comme entité traditionnellement politique. Si bien que c'est elle qui a été reconnue comme représentant de l'État chinois aux Nations Unies. Jusqu'en 1971, c'est donc elle qui détenait un pouvoir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un problème va se poser, c'est qu'à partir des années 60, 70, donc, la Chine communiste, la Chine populaire, République populaire de Chine, va gagner en importance, elle serait reconnue comme étant un joueur légitime, si bien qu'elle va donc remplacer Taïwan
au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et encore là, toujours dans un jeu politique. C'est donc la Chine communiste qui va être reconnue comme étant dépositaire de la souveraineté sur la Chine. Et à ce moment-là, c'est donc elle qui sera reconnue aux Nations Unies. La souveraineté est donc une notion floue qui désigne une capacité de pouvoir d'une organisation sur un territoire, sur une population, comme on l'a vu, sur les déterminants d'un État, de la puissance d'un État. Cette souveraineté peut être partagée. Hein. La Confédération helvétique repose sur le partage de cette souveraineté entre les différents cantons. Les États fédéraux, le Canada par exemple, partage cette souveraineté entre deux niveaux de gouvernement. Mais on peut dire aussi qu'avec l'évolution du cadre international, cette souveraineté est de plus en plus partagée également avec des entités non étatiques. Donc, les multinationales, les grandes corporations internationales empiètent sur la souveraineté des États. Donc, cette souveraineté est de plus en plus diluée. Pas au point où l'État-nation a perdu de sa souveraineté complète. Hein, L'État-nation n'a pas été remplacé par une autre organisation. Comme je vous disais la semaine dernière, peut-être qu'éventuellement dans 1000 ans, on connaîtrait une autre forme d'organisation politique souveraine par rapport à l'État-nation qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour l'instant, on doit tout de même reconnaître qu'il y a un effritement, un affaiblissement de cette souveraineté par les États-nations en raison de dynamiques multinationales importantes liées à la mondialisation et l'influence dont jouissent aujourd'hui des organisations, des corporations, qui, dans certains cas, sont plus influentes économiquement, politiquement, que certains États. On peut penser, par exemple, qu'une compagnie telle que Amazon, par exemple, est dans le jeu politique international plus influente que des petits pays comme le Niger, par exemple, ou le Tchad. Donc, mais tout là est dans le jeu politique, on voit que les États sont soumis à des pressions émanant d'organisations non étatiques. Dans le cas canadien, je terminerai ici avec cet élément, c'est qu'à la différence des autres pays qui, en général, portent un titre long et un titre court. Par exemple, la France, son nom officiel au long, c'est République française. Les États-Unis d'Amérique, c'est pardon, eux autres, c'est seulement les États-Unis d'Amérique. Le Canada ne porte qu'un seul nom, sous sa forme courte, Canada. Hein? C'est pas la monarchie canadienne, c'est pas bien sûr la République parce que le Canada n'est pas une république, donc on ne le connaît que sous un nom court, alors que tous les pays habituellement, presque la totalité des pays, connaissent deux noms, la version courte et la version longue. Donc le Canada a été construit, est issu de jeux des alliances politiques issus de l'Empire britannique. Donc, on a ici une carte qui nous dresse un portrait général en 1915 de l'Empire britannique. Donc, c'est une carte assez intéressante. On reconnaît ici, bien sûr, le Royaume-Uni, hein, et l'Irlande ici à la gauche. À cette époque, en 1915, donc la Grande-Bretagne était à la tête d'un vaste empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, parce qu'effectivement, il se déployait cet empire sur l'ensemble de la planète, donc du levant au couchant. Et dans cet empire, on connaissait le Dominion du Canada, on avait l'Inde ici, qui est un vice-royaume à l'époque, le Commonwealth d'Australie. On avait également toute cette partie d'Afrique du Sud qui va se morceler en différents États par la suite. Le Nigeria, on connaît aujourd'hui le Ghana, sur l'Égypte, sur le Soudan, donc, et sur bon nombre de très petits pays. Ici, aujourd'hui, on reconnaît la Malaisie, on reconnaît la Thaïlande. À l'époque, c'était des États indépendants. Donc, cet empire va donner naissance au Canada. Et à l'intérieur de ce vaste empire, lorsque le Canada est fondé en 1867, qui fait donc du Canada un pays relativement vieux sur la scène internationale, parce que constitué depuis 1867, le Canada jouissait d'un prestige plus grand puisqu'il était considéré un dominant. Donc, à l'intérieur de l'Empire britannique, il y avait donc une hiérarchie à l'intérieur des différentes colonies. Bien sûr, la Grande-Bretagne était la métropole, la mère patrie en quelque sorte, mais le Canada était un dominium. Il jouissait de pouvoirs plus grands. Et à cet égard, l'Australie était également considérée un dominion. Terre-Neuve, qui à l'époque était un État indépendant avant de se joindre au Canada en 1949, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud étaient considérés des dominions. Ils jouissaient d'une plus grande autonomie. À côté de cela, il y avait également l'Inde britannique qui jouissait d'un
d'un pouvoir différent, d'un statut distinct à l'intérieur de l'Empire britannique. Et il y avait les Crown Colonies, donc les colonies de la couronne. On pense par exemple à la Jamaïque, on pense à Ceylan qui va donner le Sri Lanka, Hong Kong, Gibraltar, etc. Et il y avait enfin les protectorats. Les protectorats étaient donc des États qui étaient reconnus comme étant indépendants, mais qui étaient sous la protection de l'Empire britannique. On peut penser en Afrique à l'Ouganda, au Sierra Leone. On peut penser à Malaisie, qui n'a jamais été une colonie britannique, mais qui était un protectorat britannique. Le Népal, le Qatar au Moyen-Orient étaient donc des protectorats. Et donc, dans cet ensemble impérial, le Canada jouissait du prestige d'être un dominion. Donc, il lui donnait un pouvoir un peu plus grand que les autres colonies britanniques. Le Canada va donc acquérir son indépendance de manière graduelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas en 1867 reconnu comme tel à ce moment-là directement comme un État indépendant. Ça va prendre un peu plus de temps et on voit aussi qu'en plus de cela, le territoire canadien va s'étendre avec le temps. Donc, j'ai ici petit vidéo qui permet de voir ici l'évolution du territoire canadien. Laissez-moi juste l'ouvrir ici. Donc, on voit ici l'évolution du territoire canadien. Laissez-moi juste recommencer pour qu'on reparte du début. Donc, en 1867, on voit que le territoire se réduit aux provinces du Québec et de l'Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Rapidement, on crée en 1971 la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard. L'Ontario, son territoire va s'accroître. Le Manitoba est créé. On crée des territoires dans le nord, des territoires qui sont sous le contrôle du gouvernement central d'Ottawa, des territoires qui sont disputés entre l'Ontario et le Manitoba pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'on clarifie les choses, que l'Ontario, son territoire, soit prolongé vers le nord, au même titre que le Québec. On remarque à la droite que le Nouvelle-Écosse, pardon, le Terre-Neuve et le Labrador sont toujours indépendants, sont toujours des dominions au sein de l'Empire britannique. 1905, on a la création de la province de l'Alberta et de la Saskatchewan. 1912, on voit l'extension du territoire vers le nord de l'Ontario et du Québec, qui vont conserver les frontières qui sont les siennes. 1927, il y a une dispute entre le Québec et le Labrador sur la création des frontières, dispute qui n'est toujours pas réglée. C'est-à-dire que cette belle ligne droite qu'on observe au sud du Québec, plutôt au sud du Labrador, donc le Québec réclame encore un territoire qui suit la ligne maritime de coupure des eaux, alors que le Canada reconnaît plutôt une ligne droite. Donc c'est un enjeu, je dirais, politique mineur, mais qui a toujours cours encore aujourd'hui quand on se parle, alors où on se parle, qui n'est toujours pas réglé. Donc, le territoire canadien est un vaste territoire qui s'est accru au fil du temps avec la création d'autres provinces, aujourd'hui au nombre de 10, et la création de territoires, le dernier en date de 1999, la création du Nunavut, qui s'est créé en dépeçant en quelque sorte les territoires du Nord-Ouest, en scindant en deux territoires distincts. En 1900, donc en 1900, différents empires existent sur la planète. On n'a pas encore la carte du monde telle qu'on la connaît aujourd'hui avec plus ou moins ces 200 États. Ce qu'on a à cette époque plutôt, ce sont donc des empires distincts qui se partagent le pouvoir, qui se partagent le territoire, qui se partagent la carte du monde. On reconnaît ici des empires avec lesquels on est plus familier. La Grande-Bretagne, on en a déjà parlé ici, hein? Donc en quelque sorte en rose. En bleu, on reconnaît l'Empire français qui s'étend surtout en Afrique, mais également en Indochine. OK? On connaît Madagascar ici. Donc, on a la Guyane, qui fait toujours partie de l'Empire français aujourd'hui, ou plutôt fait partie de la République française aujourd'hui. À l'époque, la Russie, son influence s'étend déjà en Extrême-Orient, mais également en Europe de l'Est. Des puissances ici, on reconnaît en vert l'Empire ottoman, l'influence de l'Empire ottoman. Les Italiens ont quelques colonies en Érythrée, par exemple, en Abyssinie. D'autres États sont indépendants. Le Congo est déjà indépendant. On le voit ici avec la couleur noire. Donc, la carte du monde n'a pas la même allure, la même apparence que celle d'aujourd'hui, où le monde est surtout constitué d'États indépendants. Je vous inviterai à voir la vidéo aussi qui parle de l'évolution des empires au fil du temps. Une vidéo qui est très intéressante, mais je vous épargne ici la diffusion. Je vous inviterai plutôt à aller le voir par vous-même en cliquant sur l'hyperlien qui est là, sinon en copiant le lien et le mettant dans votre furteur.
Donc, 1867, le territoire canadien, donc on l'a déjà vu tantôt rapidement avec l'animation GIF, là, mais ici on le voit plus en détail. Donc, à sa création, en 1867, le 1er juillet, lorsqu'on fonde le Dominion du Canada, ce Dominion est constitué de quatre provinces fondatrices du Canada. On l'a déjà vu dans le quiz pour politique pour les nuls il y a 2 semaines. L'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. On se rappelle que l'île du Prince-Édouard, qui pourtant avait accueilli les négociations préconstitutionnelles, ne fait pas partie des provinces fondatrices puisqu'elle avait rejeté dans un jeu politique là, dont je vous épargne les détails, qui m'échappent par ailleurs. Donc, à cette époque, l'île du Prince-Édouard n'avait pas décidé de joindre la Fédération le 1er juillet 1867. Il a fallu attendre quelques années avant qu'elle le fasse. Donc, en 1873, donc, on voit apparaître déjà le Manitoba et la Colombie-Britannique. Le grand territoire qui s'appelait le territoire du Nord-Ouest comprend aujourd'hui plusieurs provinces comme l'Alberta, le Saskatchewan, ainsi que les territoires qu'on connaît bien aujourd'hui, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. Le très grand Nord, lui, était simplement appelé les îles d'Arctique. 1898, on voit la construction d'autres territoires, des districts, qui sont donc une forme de partage des territoires du Nord-Ouest, district de Keewatin, district d'Ungava et compagnie. On remarque ici que l'Ontario et le Québec, leurs frontières ne s'étendent pas jusqu'au Grand Nord. Donc, ces frontières sont encore limitées essentiellement pour la portion sud du territoire. On continue en 1903, on a déjà la création de l'Alberta et de la Saskatchewan. Le Manitoba ne connaît pas encore l'extension du nord vers le nord comme on le connaît aujourd'hui, comme l'Ontario et le Québec. 1912, donc. 1912, on s'apparente pas mal à la carte qui est celle d'aujourd'hui, à la différence près de la création du Nunavut qui n'existe pas à ce moment-là. Terre-Neuve ne fait pas encore partie du territoire canadien et on remarque à l'extrémité est du Québec, donc le territoire du Labrador, là, il varie toujours un petit peu, là, du moins dans sa partie est, là, entre le Québec et Terre-Neuve, ou ici Québec et le Labrador. 1949, lorsque Terre-Neuve va se joindre à la Fédération, à cette époque, la province ne porte que son nom officiel Terre-Neuve ou Newfoundland. Donc, on établit les frontières ici entre le Labrador et le Québec. Vous remarquez la ligne droite ici, comme je vous l'indiquais précédemment, qui est toujours objet de dispute. Le Québec ne reconnaît pas cette ligne droite. Le Québec reconnaît plutôt une frontière qui prend la forme à peu près comme ça, qui suit la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire que tous les eaux qui s'écoulent vers l'océan Atlantique directement déterminent le territoire de Terre-Neuve et les eaux, les sources d'eau de ruisseaux, rivières et compagnie qui s'écoulent dans le golfe du Saint-Laurent font donc partie du territoire québécois. Donc, cette dispute n'est toujours pas réglée, ce n'est pas un enjeu majeur. Ça aurait pu devenir un enjeu majeur en cas d'indépendance du Québec, si le référendum de 95, par exemple, s'était soldé par une victoire du oui. À ce moment-là, on aurait dû régler cette question de frontière, mais pour l'instant, ça ne pose pas un problème majeur. On pourrait imaginer dans une éventualité où une mine d'importance était trouvée dans cette région. Et à ce moment-là, si cette mine était dans le territoire disputé, là, il pourrait y avoir des négociations politiques. Terre-Neuve plaiderait pour reconnaître la frontière de 1927, alors que le Québec plaiderait plutôt pour reconnaître sa revendication territoriale depuis 1927, justement. Donc, pour admettre cette mine sur son territoire plutôt que de la laisser au territoire de Terre-Neuve. Bon, tout cela étant hypothétique parce que ce n'est pas un problème pour l'instant. Donc, depuis 2001, depuis la naissance du Nunavut, donc voici à quoi ressemble le territoire canadien. On se rappelle divisé entre provinces qui jouissent des pouvoirs d'un gouvernement, alors que les territoires sont administrés directement par Ottawa. Donc, c'est la différence qu'on peut établir entre un territoire et une province. Donc, on s'est intéressé jusqu'à présent à l'évolution du territoire canadien depuis la Confédération. On dit Confédération, ça marque la création du Canada, bien que le Canada n'est pas une confédération, comme on l'a vu, c'est bien une fédération. Dans le langage politique courant canadien, on désigne Confédération le moment de création de l'État canadien, de la Fédération canadienne. Lorsqu'on dit Confédération, on entend 1867. Donc, territoire qui a acquis un territoire qui s'est accru avec le temps. Mais l'État canadien, donc comme on l'a dit, le Canada était d'abord un dominion à l'intérieur de l'Empire britannique. Il a acquis graduellement son indépendance par étapes
au cours du 20e siècle, dont les principaux jalons sont les suivants. Premièrement, à la création en 1867 du Canada, il n'y a pas de ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire tout ce qui a trait aux relations externes du Canada, ces relations sont gérées directement depuis Londres, depuis la métropole. Donc, c'est une situation un peu ambiguë, ou du moins, ça va présenter des problèmes rapidement après la création, puisque même les relations diplomatiques qui existent entre l'État canadien et les États-Unis d'Amérique sont gérées directement depuis Londres. Nous sommes en 1909, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet. Donc, on peut imaginer que ces relations pouvaient prendre, ou les négociations, lorsque venait le temps d'un enjeu, pouvaient prendre beaucoup de temps, puisqu'on devait s'en référer à Londres. En 1909, le Canada va créer le ministère des Affaires étrangères, le premier ministère, dont les pouvoirs, certes, sont très, très, très limités à cette époque. Il se limite essentiellement à gérer les relations diplomatiques avec son principal voisin, son seul voisin, les États-Unis d'Amérique, alors que la politique étrangère canadienne reste encore complètement déterminée par Londres. Par exemple, lorsque la Grande-Bretagne s'engage dans la guerre contre les Boers, ça c'est un petit peu avant, le Canada est d'emblée embarqué dans la guerre, simplement parce que le choix de mener une guerre pour l'Empire britannique était déterminé par Londres et non pas par le Canada lui-même. Donc, première acquisition d'autonomie, création du ministère des Affaires étrangères. Création de la Marine royale canadienne, 1910. Donc, la marine est fondée, on crée cette arme et on va doter de quelques bateaux, essentiellement pour naviguer dans les eaux territoriales canadiennes, qui comprend à la fois les Grands Lacs et les deux océans qui sont navigables à l'époque, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Donc, on acquiert à ce moment-là, en quelque sorte, une forme d'indépendance. On n'est plus totalement dépendant de la Royal Navy, qui jusqu'à présent s'occupait de la défense maritime du Canada. Déclaration de Balfour. Déclaration de Balfour est très importante puisque à la suite de la Première Guerre mondiale ou de la Grande Guerre, l'Empire britannique va connaître déjà des chamboulements importants à l'intérieur même de l'Empire. Donc, Balfour, qui est ministre des Affaires étrangères de l'époque, de l'Empire, va organiser une grande conférence à Londres en 1926 et au terme de laquelle les Dominions vont acquérir une plus grande indépendance. Donc, je lis cette déclaration qui va dire très importante pour la suite des choses. Autonomous communities within the British Empire, equal in status, il qualifie ici les Dominions, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations. Donc, à cette époque, en 26, c'est une déclaration qui est essentiellement symbolique, mais l'Empire britannique reconnaît à ses dominions l'existence d'une forme d'autonomie qui les rapproche des États indépendants de la planète que peuvent être la France, l'Allemagne et les autres pays de l'époque. C'est encore une déclaration qui est purement symbolique puisqu'il faudra attendre le statut de Westminster en 1931 qui, lui, formellement, va reconnaître aux Dominions leur indépendance. Donc, je lis, No act of Parliament of the United Kingdom passed after the commencement of this act shall extend or be deemed to extend to a Dominion as part of the law of that Dominion, unless it is expressly declared in that act that that Dominion has requested and consented to the enactment thereof. Poursuit, no law and no provision of any law made after the commencement of this act by the Parliament of a Dominion shall be void or inoperative on the ground that it is repugnant to the law of England. Donc, dans un langage constitutionnel, dans un jargon constitutionnel très complexe, on nous dit que le Parlement du Royaume-Uni va cesser d'exercer son pouvoir sur les parlements des Dominions. Donc, aucune loi ne peut être adoptée par le Parlement de Londres qui puisse s'appliquer directement aux lois du Dominion, à moins bien sûr que les parlements de ces Dominions acceptent cette loi comme étant la leur. Donc,
par ce statut de Westminster, le Canada va donc obtenir la reconnaissance formelle de son indépendance. Mais encore, restera-t-il une dernière étape en quelque sorte pour formaliser cette indépendance, cette autonomie. Et là, on va le voir avec la création d'une Cour suprême. Jusqu'à ce moment-là, on pouvait toujours en appeler à une Cour de justice plus haute encore, c'est-à-dire la Cour de justice de Londres. On pouvait appeler à ce moment-là ce qu'on appelait le Conseil privé de Londres. En 1933, on va voir qu'en matière de droit civil, ce ne sera plus possible, c'est-à-dire que le Parlement canadien va reconnaître à la Cour suprême du Canada sa souveraineté ou sa suprématie en matière de droit civil, et enfin, elle reconnaîtra en matière criminelle et en toute autre matière, à partir de 1949, le caractère souverain de ces décisions. Donc, depuis 1949, on ne peut plus en appeler au Conseil privé de Londres lorsque une décision de justice qui a été rendue ne nous satisfait pas. On ne peut plus faire appel plus haut que la Cour suprême du Canada. Il en demeure pas moins, bien sûr, qu'un dernier lien existe toujours, encore aujourd'hui, entre le Canada et la Grande-Bretagne, et ce lien tient au fait que le chef d'État du Canada est la reine du Canada, mais cette reine est également la reine du Royaume-Uni. Et on l'a vu récemment lorsque le Royaume-Uni a changé sa loi, elle a modifié les règles de succession royale. Jusqu'à il y a quelques années, un catholique, par exemple, ne pouvait pas aspirer à la couronne britannique. De même qu'on avait dans la loi la primauté du fils sur la fille dans la succession royale. On a changé la loi en Grande-Bretagne pour permettre à un catholique de pouvoir accéder à la couronne, mais également pour donner préséance au fils ou à la fille aînée du monarque pour lui succéder, que ce soit un homme ou une femme. Bien sûr, les 16 États qui ont pour chef d'État la reine d'Angleterre, ou Élisabeth II, appelons-la comme ça, à ce moment-là, ont dû eux-mêmes procéder à des changements de leur propre loi de monarchie pour rendre opérationnels ces changements qui ont été effectués à Londres. Donc, c'est encore le lien de dépendance qui unit le Canada à la Grande-Bretagne, mais c'est le seul. Et dans le système canadien, dans le jeu politique canadien, comme on le sait, la reine jouit d'un pouvoir strictement symbolique. Elle n'exerce aucun pouvoir réel dans le jeu politique canadien, mais c'est encore le lien qui est maintenu ici avec la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Donc, le Canada, comme on le sait, on l'a vu lorsqu'on a fait le quiz pour politique pour les deux, les membres de plusieurs organisations, membres de l'Organisation des Nations Unies. En fait, c'est un des membres fondateurs en 49 de cette organisation quand on comprend 193. Cette organisation, ça rappelle, a été fondée à la suite de l'échec de la Société des Nations. Et le Canada, comme ayant fait sa part durant la Seconde Guerre mondiale, a été reconnu ici comme un joueur important. Il est donc invité à la table de négociation pour la création de cette organisation qui va succéder à la Société des Nations, organisation qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. Membre également du Commonwealth, 53 membres sont membres de cette organisation qui réunit essentiellement les anciennes colonies britanniques. Donc, sont membres du Commonwealth l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, bien sûr la Grande-Bretagne qui joue d'un prestige plus grand puisque c'est l'ancienne métropole. Mais le Commonwealth, c'est cette union informelle d'États indépendants, anciennes colonies britanniques. On connaît cette organisation ici au Canada essentiellement à travers l'organisation des Jeux du Commonwealth, mais essentiellement, c'est une alliance symbolique qui jouit d'une influence sur la scène internationale importante, mais sont toutes bien moindres, bien sûr, que par exemple les Nations Unies. Le Canada a cette particularité d'être à la fois membre du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui, elle, réunit les anciennes colonies françaises. Donc, l'OIF, plus large encore, comprend 84 membres, des pays qui ont en partage la langue française, mais l'Organisation internationale de la francophonie regroupe également non seulement des États, mais aussi des régions. Le cas particulier du Québec. Le Québec est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie, comme la France, bien que le Québec ne soit pas un État indépendant. Il faut noter également que le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, donc pour le français comme langue officielle, est également membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais cette organisation réunit également d'autres États qui n'ont pas en particulier le français comme langue commune parmi sa population, parce qu'on trouve là également l'Égypte,
hein. La Roumanie, le Congo, l'Arménie sont également membres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est un organe important au service de la France, hein. Euh, à la différence du Commonwealth, au sein duquel la Grande-Bretagne joue d'une influence un peu moindre, l'Organisation internationale de la francophonie, au sein de cette organisation, la France joue encore d'un très grand prestige, une grande influence. Le Canada est également membre de l'OCDE, l'Organisation de coopération de développement économique, qui comprend 36 membres, mais essentiellement les pays les plus riches de la planète, les pays capitalistes, qu'on pourrait dire, donc se réunissent et où ils mettent en place des politiques, des négociations plutôt de politique, d'accommodation de politique, donc qui touchent essentiellement la sphère économique. Le Canada est membre de l'Organisation des États américains, qui comprend à peu près tous les États des Amériques, à l'exception de Cuba, existe depuis 1948. Le Canada est également membre du Conseil de l'Arctique, membre du G7, une organisation informelle mais très influente qui réunit les principaux pays de la planète, c'est-à-dire les principaux pays les plus influents de la planète, hein, qui se sont réunis il y a 2 ans ou 2, 3 ans à Charlevoix, à l'invitation du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Le Canada est également membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, NATO en anglais, alliance de défense la plus importante de la planète aujourd'hui. Au moment de la guerre froide, lorsque cette alliance est fondée, elle avait en opposition le pacte de Varsovie, qui était sous le contrôle de l'URSS. Aujourd'hui, cette alliance n'a plus d'ennemis attitrés officiellement. Elle a quelques ennemis officiels, non officiels, que peuvent représenter par exemple la Russie ou la Chine, mais c'est encore aujourd'hui l'alliance militaire la plus importante, la plus puissante de la planète. Le Canada est également membre du NORAD. Il n'existe que sous sa forme anglaise, cet acronyme, North American Aerospace Defense Command, qui réunit essentiellement deux pays, le Canada, les États-Unis, qui permet la protection du très grand nord canadien contre essentiellement la menace que peut représenter, par exemple, les bombardiers russes. Le Canada est également membre de l'Organisation mondiale du commerce, World Trade Organization, qui légifère en matière économique, qui permet l'instauration de traités de libre-échange, par exemple. Donc, en matière économique, c'est l'organisation économique la plus importante à côté de l'OCDE. Nous savons également, donc, si on a à caractériser le régime canadien, hein, s'il s'agit de définir en quoi consiste l'État canadien, on peut d'abord dire que c'est une fédération. On reconnaît ici sur la carte les fédérations en vert. Donc, on en a déjà parlé la semaine dernière. Le Canada fait partie, fédération, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Venezuela. On reconnaît ici la Russie, hein, l'Allemagne, l'Inde, le Pakistan juste à côté sont également de Russie. L'Irak est désormais organisé sous une forme fédérative. L'Australie, on reconnaît le Soudan, on a le Nigeria, on a l'Éthiopie. Donc, tous ces pays sont organisés sur le mode fédéral. Vous voyez essentiellement des pays qui possèdent un vaste territoire. Donc, les grands pays en généralement sont organisés de manière fédérale. Dans le cas canadien, on le voit, cette fédération s'est organisée autour de deux niveaux de gouvernement, le niveau fédéral et celui des provinces. J'insiste, on aura l'occasion d'en reparler lors de nos 2 séances consacrées à la Constitution. Les provinces sont des États souverains dans leur champ de compétences. On va voir quelle est cette liste de champs de compétences. Et alors que le Canada, ou le gouvernement fédéral, est souverain, lui, dans ses champs de compétences à lui. Okay? Donc, on a raison d'y revenir lorsqu'on va aborder la question des constitutions. On peut dire également que le Canada est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que le Canada est formellement une monarchie. Okay? C'est-à-dire qu'à la tête de l'État canadien, on trouve un monarque. C'est une forme plus rare d'organisation. À peu près 80% des États de la planète sont organisés sous la forme de république, c'est-à-dire à la tête desquelles on trouve un président ou une présidente et non pas un monarque. Que ce soit un roi, une reine, un prince, une principauté, que ce soit donc une principauté, par exemple, dans ce cas-ci, on aurait un prince, que ce soit un émir dans le cas un émirat, dans tous les cas, un monarque. Donc, le Canada partage avec d'autres pays, qu'on reconnaît ici, par exemple, la Grande-Bretagne également un roi, une reine, la Belgique a un roi, une reine, les Pays-Bas ont un roi, une reine, la Suède, la Norvège, l'Espagne, l'Australie, la Malaisie, le Cambodge, le Japon, hein, qui a un empereur à sa tête. Donc, tous ces États
ont en partage un monarque. Enfin, pas en partage, ils sont tous distincts des autres États, dans la mesure où ce sont des monarchies. Monarchie constitutionnelle, bien sûr, on se rappelle, dans la mesure où le Canada est doté d'une constitution, où le monarque ne règne pas de manière absolue, son pouvoir est borné par celui d'une constitution. À de fortes raisons, ici, dans le cas canadien, le pouvoir du monarque est strictement symbolique. Il n'exerce aucun pouvoir dans le jeu politique réel canadien. Donc, la reine d'Angleterre, ou plutôt la reine du Canada, chef de l'État canadien, n'exerce aucun pouvoir politique d'aucune façon ici dans l'État canadien. Alors que dans d'autres cas, dans d'autres pays, le monarque peut exercer encore du pouvoir. On peut penser, par exemple, dans le cas de la Malaisie, où le roi de Malaisie exerce un véritable pouvoir, où l'empereur, ici au Japon, peut exercer certains pouvoirs symboliques, mais certains pouvoirs politiques réels, alors que ce n'est pas le cas ici au Canada. Si on poursuit, le Canada est également, si on peut qualifier ce pays ou cet État, également une démocratie dite libérale. C'est-à-dire, une démocratie libérale, ce ne sont pas toutes les démocraties qui sont libérales. Il existe également des démocraties dites populaires. Hein, on pense ici au cas de la Corée du Nord, on pense au cas de la Chine, qui sont des démocraties dans la mesure où, effectivement, il y a dans ces États des élections. Il y a des partis politiques. Dans ce cas-ci, dans certains cas, limité au nombre de un, mais c'est quand même un parti politique. Cuba est une démocratie populaire également. Donc, régionellement, les régimes populistes vont prendre une forme qu'on appelle démocratie populaire. Démocratie libérale, dans le cas canadien, et là, lorsqu'on suit ce tableau ici qui était fort instructif, on peut voir les différentes formes que peuvent prendre les régimes politiques. Dans le cas canadien aussi, on a un système parlementaire, non seulement une démocratie libérale, mais un système parlementaire. On y reviendra lors de nos deux séances consacrées à la Constitution. Alors que les États-Unis d'Amérique, par exemple, sont une république présidentielle. Okay? Donc, on voit ici en bleu qui est la forme peut-être la plus courante, à côté des régimes semi-présidentiels, comme dans le cas de la France. Les régimes présidentiels, semi-présidentiels se distinguent essentiellement en raison du fait que, dans le cas d'une république présidentielle, le président est à la fois le chef de l'État et chef du gouvernement, alors que dans le cas des régimes semi-présidentiels, le chef du gouvernement est occupé par un poste par quelqu'un qui porte le titre de premier ministre, comme dans le cas de la France. Donc, j'épargne les détails ici, là. On a ici une liste de ces États. Donc, le Canada est une démocratie dite libérale. En quoi ça consiste? Bien, essentiellement, d'abord, les démocraties libérales sont des pays où domine l'idéologie du libéralisme qui repose fondamentalement sur la protection des droits individuels. On va trouver cela, par exemple, dans ces États qui possèdent des chartes de droits, qui possèdent ce qu'on appelle en anglais the Bill of Rights, comme aux États-Unis. Donc, ces pays, ces États sont organisés en plaçant au cœur de leurs principes politiques la protection des droits individuels, qui peuvent prendre plusieurs formes, droit à l'expression publique, à l'opinion publique, droit au déplacement sur un territoire, la liberté de presse, la liberté de culte religieux, à la liberté de parole. Tous ces droits sont garantis généralement par un document constitutionnel qu'on appelle une charte, une déclaration de droits. Les plus connus étant par exemple la Charte canadienne des droits et libertés au Canada, la Déclaration des droits de l'homme et de la personne des citoyens en France, aux États-Unis, le Bill of Rights, qui fait partie de la Constitution des États-Unis, organisée autour de 10 principaux droits. Donc, ces pays qui sont dominés par les principes du libéralisme, on les appelle donc les démocraties dites libérales. Autre caractéristique des démocraties libérales, c'est qu'elles sont organisées autour d'élections libres, justes et concurrentielles. C'est-à-dire que ce sont des élections qui ont lieu sur une base régulière pour mettre en place, pour choisir qui gouverne l'État ou le gouvernement. Indépendamment, on peut faire les deux. Là. Donc, ce sont ces pays où gouverne le principe, où domine le principe de l'alternance politique par voie d'élection ou de scrutin. Encore là, des scrutins qui sont libres, qui sont justes, qui sont véritablement concurrentiels. Il y a des élections en Corée du Nord. Normalement, les candidats apparaissent sur une liste unique et sont tous membres d'un seul parti. Donc, les élections se résument à endosser une liste qui est proposée par le gouvernement en place. Donc, ce ne sont pas des élections véritablement concurrentielles, donc qui mettent en jeu la concurrence de différents partis politiques. Donc, ce sont des élections, mais ce ne sont pas des élections qu'on dirait libres et justes, comme dans le cas des démocraties dites libérales. Donc, c'est ce qui caractérise, deuxièmement, nos démocraties libérales.
Le Canada est également une démocratie libérale dans la mesure où il existe au Canada une véritable séparation des pouvoirs entre ce qu'on appelle les branches du gouvernement ou les types de pouvoirs, comme on l'avait vu la semaine dernière, entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Dans certains États où règne par exemple un monarque absolu, mais le monarque exerce à la fois le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Un monarque peut décréter, hein, il décrète que tel règlement n'est plus valide. Et il pourra même porter des accusations contre un citoyen directement, exerçant ainsi le pouvoir judiciaire. Dans le cas des démocraties libérales, les pouvoirs sont distincts, sont séparés, et on ne peut empiéter sur l'un ou l'autre. Un juge ne peut pas abroger une loi. Un juge peut suggérer qu'une loi est anticonstitutionnelle, invitant dès lors l'Assemblée législative, le Parlement, à abroger ou modifier cette loi. Mais il revient encore à l'Assemblée législative à le faire et non pas au pouvoir judiciaire. Un pouvoir exécutif, un gouvernement, peut décréter, dans certains cas, certaines lois en cas d'extrême nécessité. Mais généralement, il procédera par l'adoption de lois. Il va donc faire voter des lois par le Parlement et il pourra donc exercer le pouvoir conformément à ces lois une fois qu'elles auront été adoptées. Donc, c'est ce jeu de pouvoir-là, ou cette séparation des pouvoirs qui est respectée dans une démocratie libérale, comme notre cas canadien. Quatrième élément, ces États, donc les démocraties libérales, on trouve au sein de ces États la primauté du droit. C'est-à-dire le principe de la primauté du droit, c'est ce principe selon lequel personne n'est au-dessus des lois. Ces lois sont connues, hein, connues de tous, ou du moins on suppose qu'elles le sont. À ce moment-là, ces lois prévalent pour tout le monde sans exception. Hein. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Le premier ministre du Canada, en dépit de la très grande influence politique dont il peut jouir en sa qualité de premier ministre du Canada, n'est quand même pas au-dessus des lois. Si Justin Trudeau roule sur l'autoroute à 130 km/h, dans sa voiture, il pourra se faire arrêter. Il ne pourra pas évoquer son statut de premier ministre au policier pour lui dire, vous n'avez pas à m'arrêter, je peux rouler à la vitesse que je veux. Non, il est soumis aux mêmes lois que tous les autres citoyens. Donc, le principe de la primauté du droit est central dans une démocratie dite libérale comme le Canada. Voilà, ainsi se termine cette deuxième séance qui était consacrée au fondement de l'État canadien.